avec la pathologie rhumatismale le plus souvent, elle va être réduite moins de 2 cm². Donc, il faut retenir que cette valvulopathie est dans 99% des cas rhumatismale, c'est-à-dire une angine mal traitée avec des anticorps contre le germe, le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, qui vont aussi se fixer sur les valves parce qu'il y a une similitude antigénique. Et il va y avoir une inflammation des valves avec fusion des commissures, inflammation, épaississement, et ça va s'accoler et rétrécir la valve mitrale. L'échocardiographie est l'examen clé. Donc, ça permet de confirmer le diagnostic positif de cette maladie, le diagnostic de sévérité de la sténose, parce que si la sténose est sévère, on doit lever l'obstacle. Qu'est-ce que sévère? C'est-à-dire surface mitrale inférieure à 1,5. On fait un geste si la surface mitrale évaluée au maximum d'ouverture, c'est-à-dire en diastole, est inférieure à 1,5. Là, on fait soit de la chirurgie, soit une dilatation. Si c'est supérieur à 1,5, on va surveiller le patient avec une écho annuelle, par exemple. On doit toujours voir l'état des valves et l'état de l'appareil sous-valvulaire. Parce que plus elles sont remaniées, plus elles sont calcifiées, plus elles ne se prêtent pas à la dilatation mitrale par ballon. Donc, il faut les enlever et mettre une prothèse mécanique. Si elles sont très souples et ne sont pas calcifiées, mais c'est serré, on peut dilater par ballon et ouvrir les commissures qui sont fusionnées. Le pronostic de cette pathologie, il est grave. Pourquoi? Parce que non traité, ça peut donner des accidents évolutifs comme l'œdème aigu du poumon, comme les accidents vasculaires cérébraux, parce qu'il y a une migration d'un caillou qui s'est formé au niveau de l'oreillette gauche qui est dilatée, parce qu'il y a une stagnation de sang dans l'oreillette à cause de cet obstacle entre l'oreillette et le ventricule. Et formation de caillots qui migre vers le cerveau, vers les membres inférieurs, ça donne une ischémie. Donc, vous voyez les valves qui sont épaissies, remaniées, fusionnées, sont deux valves. La valve antérieure, qui est donc celle-là, et la valve postérieure, qui est la petite valve et la grande valve. Mais normalement, leur surface est égale. On les appelle plus la grande et la petite valve, mais la valve antérieure et la valve postérieure. Donc, c'était très fréquent en Tunisie et dans le Maghreb. En Europe, on voit presque pas de rhumatisme articulaire aigu, donc on voit pas de RM, sauf chez les Maghrébins qui ont immigré en Europe. La prédominance est féminine, donc plus de femmes que d'hommes. Et surtout, en moyenne, on voit à l'âge de 30 ans, 35 ans. Vous voyez les valves qui sont remaniées avec fusion des commissures. L'appareil valvulaire va être remanié. Les calcifications, ça c'est des coupes anatomiques de patients qui sont décédés de rétrécissement mitral serré. Donc, retenez que l'étiologie rhumatismale est la plus fréquente et prédominante. Il y a très rarement une étiologie congénitale, c'est-à-dire une malformation de la valve avec une valve qui est constituée d'une parachute, mais c'est très rare. Un cas sur 1 million ou sur 2 millions, c'est très rare. Le rétrécissement s'installe sur plusieurs années, c'est pas en quelques mois que le rétrécissement mitral va survenir, parce que c'est une progression de l'inflammation lente et qui va fusionner les commissures. Donc, les valves vont se calcifier, aussi avec l'âge, des calcifications dégénératives, surtout l'anneau mitral,
Là aussi, c'est très rare. Les maladies inflammatoires, comme le lupus peut donner aussi un RM, mais aussi c'est très rare. Les maladies de surcharge, mais retenez que le RM est d'étiologie rhumatismale qui est prédominante. Le RM congénital est très 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 rare et normalement il est opéré au jeune âge, la première année, pour lever l'obstacle. Donc, sur le plan anatomique, comment elle est faite? C'est une fusion des commissures secondaires à l'inflammation rhumatismale. Il n'y a plus les commissures qui sont ouvertes, donc c'est comme si que la grande valve et la petite valve sont fusionnées. On ne voit même plus le sillon entre les deux valves. Et avec le temps, ça se calcifie. Vous voyez l'image avec des calcifications jaunes. Là, on craint les calcifications parce que les calcifications limitent l'indication de la dilatation mitrale, parce que lorsqu'on gonfle le ballon dans la valve, ça va se déchirer. C'est pour ça que les valves calcifiées sont envoyées donc chez le chirurgien pour réséquer la valve et remplacer par une prothèse mécanique. Les cordages vont être fusionnés par l'inflammation et ça va entraîner donc la limitation des mouvements de la valve et la limitation de l'ouverture des valves mitrales. Donc, il y a deux formes de RM, un RM en diaphragme et un RM en entonnoir. RM en diaphragme, c'est-à-dire que l'appareil sous-valvulaire est peu altéré et il peut se prêter à une dilatation, alors que le RM en entonnoir est très remanié, très fusionné et c'est très difficile à dilater. L'oreillette gauche va se dilater parce qu'il y a un obstacle au remplissage du ventricule gauche et le passage à travers la valve mitrale est très difficile. Donc, il y a une pression élevée au niveau de l'oreillette gauche qui va se dilater au fil des années. La paroi de l'oreillette gauche va se fibroser et elle va entraîner la formation de troubles du rythme et c'est la fibrillation auriculaire. À chaque fois qu'on a une oreillette gauche dilatée, elle va évoluer vers la fibrillation auriculaire et la fibrillation auriculaire, c'est la perte de la systole auriculaire, l'oreillette ne se contracte plus et le son stagne et formation de thrombus intra-augé ou dans l'auricule gauche qui va migrer avec des accidents ischémiques, que ce soit cérébraux ou au niveau des membres inférieurs ou des membres supérieurs. Avec le temps aussi, les cavités droites vont être dilatées et hypertrophiées parce que le ventricule droit va éjecter le sang vers les poumons à travers l'artère pulmonaire. Quand il trouve des artérioles qui sont rétrécies, avec le lit pulmonaire qui a souffert pendant des années par les pressions élevées au niveau de l'oreillette gauche et des veines pulmonaires, donc le ventricule droit va se dilater sur des années et le patient va avoir une insuffisance cardiaque droite. Par contre, le VG, retenez que le VG reste de petite taille ou de taille normale parce qu'il reçoit une quantité diminuée va rétrécir. Donc le VG est toujours protégé dans le RM pur, le RM isolé qui n'est pas associé avec une fuite mitrale. Il faut toujours rechercher, on verra avec l'écho, est-ce qu'il y a une atteinte valvulaire aortique ou tricuspide par ce processus rhumatismal. Parce qu'on peut avoir une atteinte rhumatismale mitrale seulement, mais on peut avoir aussi une atteinte de la valve aortique avec un rétrécissement, une fuite aortique, ou bien une atteinte tricuspide avec des tricuspides remaniés, avec une fuite et une dilatation de l'anneau tricuspide. Alors, dans ce cas-là, quand on va, par exemple, opérer la valve mitrale, on va opérer aussi la valve aortique ou la valve tricuspide qui sont atteintes.
Les poumons, donc on a dit qu'il y a une stagnation du sang dans les poumons, ils vont être hyperémiés avec épaississement des septa et les vaisseaux vont être modifiés sur le plan structure et les artères pulmonaires sont dilatées et hypertrophiées à cause de cette hypertension artérielle pulmonaire. Le foie aussi, dans l'insuffisance cardiaque, il va être congestionné. Donc, la physiopathologie, pour bien comprendre donc, ce rétrécissement mitral, on a dit la surface mitrale normale est entre 4 à 6 cm². Quand il y a une sténose, normalement, là, c'est les courbes du VG et les courbes de l'oreillette. Donc, normalement, il n'y a pas de gradient entre le VG et le G. Par la suite, donc, quand le rétrécissement aortique, le rétrécissement mitral est serré, c'est-à-dire inférieur à 1,5, ça va retentir sur l'oreillette gauche et puis progressivement sur les poumons et par la suite sur le VD. On parle de RM moyennement serré lorsqu'il est inférieur à 2 cm², entre 1,5 et 2 cm². Il est lâche lorsqu'il est supérieur à 2, c'est-à-dire 2,5, 2,3. Mais sachez qu'on ne fait un geste de levée d'obstacle, c'est-à-dire de dilatation mitrale percutanée ou de chirurgie, que lorsque la surface mitrale est inférieure à 1,5. Sinon, dans les cas où il est supérieur à 1,5, c'est-à-dire 2, 2,3, 2,5, on va surveiller le patient avec des échos annuels. Donc, ce RM va être à l'origine d'un gradient de pression pendant la diastole entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Normalement, il n'existe pas de gradient diastolique lors de l'ouverture des valves mitrales entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche, parce que l'ouverture est bonne, mais dans le RM, la valve ne s'ouvre pas bien et est important. Normalement, il est supérieur à 7 mm de mercure. Donc, ce gradient va retentir sur le débit cardiaque, sur les pressions de l'oreillette gauche. Ça va donner une dyspnée avec un OAP, surtout à l'effort, lors de la grossesse, lors de l'émotion, lors de la fièvre, lors d'une hyperthyroïdie, lors de l'anémie. Donc, ce gradient va s'aggraver. C'est pour ça qu'une femme enceinte va mal tolérer un RM. Et généralement, on traite la pathologie avant la grossesse pour que cette patiente puisse mener à terme sa grossesse sans difficulté respiratoire, sans risque d'OAP. Donc, les pressions au niveau de l'oreillette gauche s'élèvent et de proche en proche, les pressions capillaires pulmonaires vont s'élever, la pression pulmonaire va s'élever et on a une hypertrophie, dilatation du ventricule droit et une insuffisance cardiaque à long terme après une dizaine, quinzaine d'années d'un RM serré non traité. Donc, il y a initialement une HTAP post-capillaire qui, généralement, est réversible après levée de l'obstacle. Il y a un cas qui est un stade très avancé, puisqu'il y a des lésions fixes au niveau des poumons. On va passer vers une HTAP post- et pré-capillaire. Pré-capillaire parce qu'il y a des lésions organiques irréversibles au niveau des artérioles pulmonaires. On aimerait bien lever l'obstacle avant l'installation de l'HTAP précapillaire. Parce que le patient va devenir dyspnéique. Donc, retenez que le VG est petit et normal. Rarement on a une dysfonction en VG, c'est très rare, mais le débit cardiaque est longtemps conservé. Donc, vous voyez, l'oreillette gauche qui dit avec cet obstacle entre l'OG et le VG, avec risque de formation de thrombus
auriculaire gauche, à cause de cette OG dilatée en fibrillation auriculaire, c'est-à-dire elle ne se contracte plus l'oreillette gauche, et stagnation du sang. La stagnation du sang favorise donc l'agrégation plaquettaire, formation du caillou dans l'OG ou plus dans l'auricule gauche, puis migration de ce caillou avec une HTAP, donc les artères pulmonaires sont dilatées et progressivement c'est le ventricule droit qui va se dilater. Et c'est l'insuffisance cardiaque droite. Maintenant, on va voir l'étude clinique. Le RM rhumatismal serré. On découvre cette pathologie, on peut la découvrir de façon fortuite. Parfois, c'est des femmes qui vont accoucher et chez qui on diagnostique devant une dyspnée le rétrécissement mitral. Là, on doit lever l'obstacle rapidement, parfois même avant l'accouchement, par dilatation percutanée, par exemple. Donc, les signes fonctionnels sont la dyspnée, les palpitations, c'est-à-dire tachycardie ou trouble du rythme auriculaire, les hémoptysies, c'est l'hypertension artérielle pulmonaire et l'œdème aigu du poumon qui donne des hémoptysies. Et on peut avoir une complication révélatrice, c'est-à-dire le patient ou la patiente consulte pour un OAP, pour un accident vasculaire cérébral, pour un trouble du rythme, surtout auriculaire, donc lors d'une complication. Le RM peut être découvert de façon fortuite lors d'un examen systématique ou d'une surveillance d'un patient qui a eu des antécédents d'angine à répétition et qui est sous extensiline. L'extensiline, c'est la pénicilline retard injectée en intramusculaire tous les 21 jours pour éviter la récidive des poussées rhumatismales. Mais dans ce cadre-là, on doit surveiller par une écho annuelle et on peut découvrir un rétrécissement mitral qui peut être serré. Les signes fonctionnels sont essentiellement respiratoires. La dyspnée est le maître symptôme. Secondaire est l'élévation des pressions capillaires, les hémoptysies, les palpitations sont fréquentes. Donc, il faut bien interroger les patients. Pour les complications révélatrices, c'est surtout l'OAP. Donc, surtout, il peut survenir à l'effort. On peut avoir des embolies systémiques, on a dit, ou là, des troubles du rythme, c'est la fibrillation auriculaire. Après plusieurs années d'évolution, l'oreillette gauche, on a dit, elle est dilatée et la texture de l'oreillette est fibrosée et éclosion de plusieurs foyers ectopiques d'excitation auriculaire, c'est la fibrillation auriculaire. L'examen physique doit donc inspecter le patient ou la patiente. Donc, on doit ausculter le cœur, mettre la main sur la pointe du cœur et rechercher le frémissement cathère. Le frémissement cathère, c'est une vibration comme un chat qui vibre en rapport avec ce passage difficile de sang à travers la valve mitrale rétrécie. Et c'est concomitant au roulement diastolique. On l'a vu en sémiologie, c'est le roulement qui débute au début de la diastole et finit à la fin de la diastole, qui témoigne de la sténose valvulaire et de la difficulté de passage du sang à travers cette valve rétrécie. On peut chercher aussi le signe de Harzer qui témoigne de l'insuffisance cardiaque droite avec la palpation du cœur droit sous l'apophyse xiphoïde du cœur droit, du ventricule droit qui est dilaté. Donc, l'auscultation typique, c'est le rythme mitral de Durosier, c'est 3 éléments, le claquement d'ouverture des valves mitrales, parce que les valves sont épaissies comme une porte qui s'ouvre, qui coince, qui grince, donc qui fait un bruit. Puis, quand les valves s'ouvrent, c'est le sang qui va passer, il va donner le roulement diastolique
Et à la fin, c'est l'éclat de B1, c'est la fermeture des valves mitrales. Donc, ces valves mitrales qui sont remaniées, épaissies. Et vous voyez, c'est donc à partir de B2, il y a un claquement d'ouverture, puis le roulement et ce qui va s'accentuer en fin de diastole sous l'effet de la contraction auriculaire gauche. En fin de diastole, le débit donc va augmenter à travers la mitrale et c'est une augmentation de l'importance du bruit diastolique de ce. Donc, s'il y a une hypertension artérielle pulmonaire, on peut entendre l'éclat de B2 au foyer pulmonaire. Qu'est-ce que c'est l'éclat de B2 au foyer pulmonaire? C'est le claquement de fermeture des valves pulmonaires sous l'effet de la pression élevée au niveau des artères pulmonaires, comme une porte qui se ferme et claque. On peut avoir un souffle systolique d'insuffisance tricuspide, c'est le Carvalho, c'est quoi? Parce que quand il y a une dilatation du ventricule droit, l'anneau tricuspide est dilaté et il y a une fuite tricuspide qui est fonctionnelle. Donc les valves tricuspides sont loin l'une de l'autre parce que l'anneau s'est dilaté à cause de la dilatation du ventricule droit. Ça donne un souffle systolique. Donc, on doit compléter l'examen par l'auscultation pulmonaire. On doit rechercher l'œdème pulmonaire par la recherche de râles crépitant au niveau des bases pulmonaires. On peut rechercher les épanchements pleuraux. On cherche les signes d'insuffisance cardiaque droite qui sont la turgescence des veines jugulaires ou bien le reflux hépatojugulaire, c'est-à-dire la palpation du foie, on appuie au niveau du foie et c'est la turgescence qui augmente au niveau du cou, des veines jugulaires. Les œdèmes des membres inférieurs, on peut arriver aussi jusqu'à l'acide, l'eau dans le péritoine, et on peut l'examiner, le retrouver par une matité déclive au niveau des deux flancs. Bon, l'électrocardiogramme, qu'est-ce qu'il va montrer? L'électrocardiogramme, donc, au début, c'est le rythme sinusal, et petit à petit, on va voir l'hypertrophie auriculaire gauche, puis, après plusieurs années, c'est l'hypertrophie ventriculaire droite. Et on peut avoir la survenue d'une fibrillation auriculaire. Donc là, à l'ECG, c'est les signes de l'hypertrophie de l'oreillette droite à gauche. C'est l'onde P, normalement elle est arrondie, là elle est bifide, c'est-à-dire il y a une encoche qui témoigne, le début c'est l'excitation de l'oreillette droite qui est petite, et puisque l'oreillette gauche elle est dilatée, ça prend plus de temps pour s'exciter. Donc on voit juste après une autre encoche en rapport avec l'excitation de l'oreillette gauche. Donc elle est bifide parce qu'il y a un décalage dans le temps entre l'excitation de la petite oreillette droite et la grande oreillette gauche dilatée qui prend son temps. Et ça, c'est en D1, D2. Et en V1, c'est une négativité traînante. On voit une petite positivité. C'est une onde P qui est biphasique. Le début, c'est l'excitation de l'oreillette droite qui est petite et la fin, c'est l'excitation là inversée de l'oreillette gauche qui est dilatée. C'est ça les signes de l'hypertrophie de l'oreillette gauche. Là, c'est un rythme qui n'est pas sinusal parce que vous voyez qu'il n'y a pas d'onde P qui précède tout complexe QRS. Donc, les critères pour dire que c'est une fibrillation auriculaire sont 3 critères. Il n'y a pas d'onde P précédant tout complexe QRS, parce que le rythme n'est plus sinusal. 2, présence d'onde F, que vous voyez très bien en V1, V2, c'est plus visible, et V3, c'est des ondes F irrégulières, c'est la fibrillation auriculaire.
Et puis, le rythme ventriculaire est irrégulier. Si vous regardez le rythme, vous voyez les intervalles entre les QRS des ventricules ne sont pas équidistants. Donc, 3 éléments, absence d'onde F, absence d'onde P, présence d'onde F de fibrillation et rythme ventriculaire irrégulier. Là, c'est l'anticoagulation. Étant donné que le patient est passé en fibrillation, il est exposé à faire des caillots et la migration au niveau du cerveau, des membres, c'est des AVC, c'est des accidents ischémiques transitoires et il faut anticoaguler. On va prescrire les antivitamines K pour donc protéger le patient contre la formation de caillots et les complications thromboemboliques. La radiographie du thorax, elle va nous aider parce qu'elle va nous montrer une silhouette cardiaque mitrale. On va regarder le cœur et les poumons. Étant donné que il y a une HTAP, l'arc moyen gauche, il est ou bien rectiligne ou bien convexe parce que normalement il est concave. On va voir sur la radio. Et normalement, c'est double bosse parce qu'elle est faite par la dilatation de l'artère pulmonaire et c'est le tronc de l'artère pulmonaire et l'auricule gauche qui sont dilatés. Donc, l'arc moyen gauche va être convexe. L'arc inférieur gauche, il va nous montrer une hypertrophie ventriculaire droite. Donc, la pointe est sus-diaphragmatique, elle est surélevée. Par contre, le ventricule gauche est de taille normale. Et l'arc inférieur droit, il va être déformé parce que l'oreillette droite, qui normalement on ne la voit pas, l'oreillette gauche dépasse l'oreillette droite, on va le voir sur la radio, et ça donne un aspect en double contour. Vous voyez la radiothorax à droite, vous voyez 2 tonalités. Donc, normalement, on voit seulement l'oreillette droite, mais quand l'oreillette gauche est dilatée, elle va dépasser à droite l'oreillette droite et va nous montrer donc un aspect en double contour. La pointe est sus-diaphragmatique quand il y a une HVT et l'arc moyen gauche, il est convexe parce qu'il y a une HTAP. Et on doit toujours voir les poumons, il y a une hypervascularisation au niveau des îles avec redistribution vers les sommets à cause de l'HTAP et la pression capillaire qui est élevée. Vous voyez l'arc moyen gauche qui est convexe, le débord droit. Là, le débord droit, regardez l'oreillette gauche qui est très dilatée à droite et dépasse l'oreillette droite. Et on voit une surcharge hilaire bilatérale secondaire à l'HTAP. Ça, la silhouette mitrale. On peut avoir un œdème interstitiel et on peut avoir un œdème aigu du poumon. C'est un stade plus avancé avec des opacités floues périhilaires qui témoignent de l'œdème aigu du poumon. C'est la stagnation du sang au niveau des capillaires pulmonaires parce que les pressions au niveau des capillaires pulmonaires sont élevées de proche en proche à partir de l'oreillette gauche où la pression est élevée, des veines pulmonaires où les pressions sont élevées et des capillaires pulmonaires. Donc, cela donne un œdème aigu du poumon. On peut avoir même des épanchements pleuraux. Donc, vous voyez, la première radio, c'est une cardiomégalie avec une silhouette mitrale, une oreillette gauche qui est dilatée, dépasse à droite l'oreillette droite. Comment maintenant on va confirmer le diagnostic? On va confirmer le diagnostic par l'échocardiographie Doppler. Il faut toujours, quand on vous demande dans une question quel est l'examen clé pour confirmer le diagnostic de rétrécissement mitral ou de rétrécissement aortique, tout ce qui est valvulaire, il faut dire l'échocardiographie Doppler. Il ne faut pas dire l'échographie, parce que l'échographie c'est général, ça peut être écho-abdominal, ça peut être écho thoracique,
Donc, l'échocardiographie, c'est l'examen clé. Il permet de confirmer le diagnostic, d'évaluer le degré de la sténose mitrale, le retentissement, le bilan des lésions associées. On va voir donc les feuillets qui sont épaissis. On ne va pas vous demander des détails sur le temps mouvement TM. Le mode bidimensionnel va nous montrer la symphyse commissurale, l'épaississement des valves, l'aspect en genou fléchi. Vous allez voir là donc une coupe avec le ventricule gauche qui est arrondi, la valve mitrale qui est épaissie avec fusion des commissures. C'est comme une bouche et les deux commissures sont fusionnées et la surface qu'on va planimétrer est petite, elle est inférieure à 2 cm². Voilà, regardez, ça c'est une vidéo avec les valves mitrales qui ne s'ouvrent pas bien, c'est un aspect en genou. C'est-à-dire la grande valve, elle est bloquée, c'est comme si c'était un genou qui est un genou fléchi qui ne s'ouvre pas bien. Il y a une coupe là, il y a l'oreillette gauche, le VG, entre les deux, c'est la valve antérieure et la valve postérieure de la mitrale. Vous voyez qu'elles sont, donc, ne s'ouvrent pas bien parce qu'elles sont accolées l'une à l'autre. Là, c'est la surface mitrale qui est planimétrée à la fin de la diastole. C'est le maximum d'ouverture. C'est ici, par exemple, 1,2 cm². Donc, c'est un RM qui est serré, qu'on doit donc opérer ou dilater selon qu'il y ait ou non des calcifications, selon que les commissures sont calcifiées ou non. Si elles sont souples, on peut dilater, faire entrer un ballon et ouvrir les commissures. Là, c'est le mouvement donc en genou fléchi. Là, regardez l'oreillette gauche qui est très dilatée. Regardez les valves qui sont épaissies, remaniées à droite. C'est le côté gauche qui se voit à droite de l'écran. C'est l'oreillette gauche en bas avec les valves mitrales qui sont épaissies, qui s'ouvrent mal. Et puis, c'est le VG. À côté, c'est la tricuspide. À gauche, c'est la tricuspide. Donc, normalement, l'oreillette droite, tricuspide et ventricule droit. On les voit à gauche de l'écran. Là, le Doppler couleur, bon, vous n'allez pas apprendre tous ces détails, mais on a le Doppler continu qui va nous permettre de calculer aussi la surface mitrale. On a des formules qui ne sont pas à apprendre. Et pour mieux étudier la valve, son épaississement, son remaniement, on peut faire une écho transœsophagienne pour établir un score, donc l'épaisseur, la mobilité, les calcifications, remaniement. Plus le score est important, plus les lésions sont importantes et ça va aboutir à un remplacement de la valve mitrale par une prothèse mécanique. L'oreille gauche va montrer va être visualisée à l'écho. C'est une oreille gauche qui est dilatée. Les cavités droites aussi, on peut les mesurer, elles sont dilatées. On peut évaluer les pressions pulmonaires. Le TO, on a dit, elle est très importante pour étudier l'état de la valve, si elle se prête à une dilatation, rechercher un thrombus, parce qu'on ne peut pas faire une dilatation mitrale percutanée sans avoir fait une ETO pour éliminer un thrombus. Parce que quand il y a un thrombus, les sondes qu'on fait rentrer dans le cœur peuvent mobiliser le thrombus qui va migrer et faire un accident vasculaire cérébral, par exemple. Donc, il faut s'assurer de l'absence de thrombus. Le cathétérisme cardiaque n'a plus de place. C'est des sondes qu'on monte pour mesurer les pressions. Donc, maintenant, c'est l'écho qui permet de mesurer les gradients et évaluer le degré de sténose. Donc, sur le plan évolutif, c'est une maladie grave avec un